Sadio Camara, 44 ans, général de corps d'armée, ministre de la Défense du Mali. La plupart d'entre vous ne connaissent pas son nom avant le 25 avril 2026 et c'est déjà quelque chose sur lequel on va revenir. Pourquoi on apprend le nom de certaines personnes seulement le jour où elles meurent? Sadio Camara n'était pas un bureaucrate en costume qui dirigeait ou gérait des dossiers depuis un bureau climatisé. C'était un militaire de terrain, un homme qui avait gravi les échelons de l'armée malienne depuis le bas. Il était l'un des architectes du coup d'État de 2021, celui qui a renversé le président Ibeka et installé la junte au pouvoir. Il était proche du colonel Assimi Koïta, l'homme fort de Bamako. Il était dans tous les sens du terme l'un des gardiens du régime. Et le 25 avril 2026 à 5h30 du matin, il est mort dans sa propre maison, tué par les gens qui étaient censés combattre. Je veux qu'on reste sur cette image un moment, pas pour le deuil, pas pour la polémique, mais parce que dans ces images, un homme qui défend un pays entier et qui ne peut pas défendre les quatre murs de sa chambre, il y a quelque chose qui dépasse le Mali, quelque chose qui parle de nous tous. Sadio Camara a grandi au Mali, un pays où être militaire, ce n'est pas juste un métier, c'est une identité, une façon de dire « je suis du côté de l'ordre, pas du chaos ». Dans beaucoup de pays africains post-coloniaux, l'armée a joué un rôle que l'état civil n'a jamais vraiment réussi à tenir. Quand les institutions civiles s'effondrent, et elles s'effondrent souvent parce qu'elles ont été construites en fait sur des bases fragiles, c'est l'armée qui reste debout, c'est elle qui maintient une apparence de structure, c'est elle qui dit « tant qu'on est là, il y a encore quelque chose à sauver ». Sadio Camara croyait en ça. En 2021, quand la junte prend le pouvoir, le discours est clair. Les civils ont échoué, les politiciens ont volé, trahi, abandonné le peuple. Maintenant, c'est notre tour. Nous, les militaires, on va mettre le Mali debout. On va chasser les Français, reprendre notre souveraineté, sécuriser le territoire. Et dans ce projet, Sadio Camara était un pilier ministre de la Défense d'un pays en guerre, pas une guerre froide, une vraie guerre avec des djihadistes dans le nord, des rebelles Touaregs à l'est, les routes qui sont bloquées, des villages brûlés. Il incarnait une promesse, celle que la force peut reconstruire ce que la politique a détruit. C'est une promesse très vieille et très dangereuse. Il y a quelque chose de fascinant et d'inquiétant à la fois dans le fait que cette promesse revienne en boucle dans l'histoire humaine. Les civils ont échoué, laissez-nous gérer. Jules César l'a dit à Rome. Même Napoléon l'a dit à Paris. On a aussi Mobutu, notre Mobutu Sese Seko l'a dit à Kinshasa. Et aujourd'hui, les colonels de Bamako, de Niamey, de Ouagadougou le disent à leur peuple. Et à chaque fois, une partie de la population y croit. Vraiment. Pas par naïveté, mais par épuisement. Quand vous avez vu défiler 10 gouvernements corrompus, que vos enfants n'ont pas d'école digne, que la sécurité est une blague, que votre vote ne change rien, l'homme en uniforme qui tape du poing sur la table et dit « ça suffit » peut sembler être la seule réponse sérieuse. Mais voici ce que l'histoire nous dit. La force peut détruire un problème, elle ne peut pas construire une solution. Le philosophe camerounais Achille Mbembe, l'un des penseurs africains les plus importants de notre époque, vraiment, lisez-le si vous ne le connaissez pas encore. Dans son livre de la post-colonie, il analyse justement ce mécanisme. Il dit que le pouvoir post-colonial africain s'est souvent construit sur ce qu'il appelle l'accommodement, gouverné par la démonstration de la puissance, l'intimidation, les grands symboles, plutôt que de la construction d'un accord réel avec la population. Des uniformes, des défilés, des discours à la télévision nationale, beaucoup de signes de force. Mais un signe de force n'est pas la même chose qu'une légitimité. Et Sadio Camara, aussi puissant qu'il était, ministre, général, architecte du régime, il représentait un pouvoir qui n'avait jamais vraiment résolu cette question fondamentale. Est-ce que les Maliens, tous les Maliens avaient choisi de vivre ensemble dans ce pays? Pour répondre à cette question, il faut remonter à une salle de réunion, pas à Bamako, mais celle de Berlin. Des représentants de 14 nations européennes se retrouvent autour d'une grande table. Ils ont des cartes de l'Afrique et ils commencent à tracer des lignes. Ces lignes sont devenues les frontières du Mali, du Niger, du Sénégal, du Congo, toutes les frontières que vous connaissez aujourd'hui. Ces lignes
ont été tracés par des gens qui n'avaient jamais mis des pieds dans ces territoires, qui ne connaissaient pas les peuples qui y vivaient, qui ne savaient pas ou ne voulaient pas savoir que certaines de ces lignes traversaient des familles, des alliances, des territoires habités depuis des siècles. Les Touaregs, par exemple, ce peuple du désert nomade, organisé selon ses propres règles depuis des millénaires, du jour au lendemain, une ligne sur une carte les transforme en Maliens, sans leurs accords, sans leur signature. Leur territoire, l'Azawad, le nord du Mali actuel, est grand comme 2 fois la France, environ 822 000 km² et depuis 1960, depuis l'indépendance, ils demandent une reconnaissance que Bamako n'a jamais vraiment accordée. C'est pas par méchanceté, c'est pas une impossibilité structurelle parce que reconnaître vraiment les Touaregs comme peuple autonome, c'est reconnaître que le Mali tel qu'il a été dessiné ne correspond pas à une réalité humaine et aucun État ne peut se permettre de dire ça officiellement. Alors on gère, on réprime quand ça déborde, on négocie les accords de paix qui tiennent le temps qu'ils tiennent, on envoie des soldats et on recommence le boucle. 2012, les rebelles Touaregs alliés à des groupes islamiques prennent Kidal, Gao et aussi Tombouctou. L'armée s'effondre, la France intervient militairement et l'État malien survit grâce à une armée étrangère. Et en 2021, la junte arrive. On n'a plus besoin de la France. On gère seul, les Russes arrivent, nouvelle alliance, nouvelle promesse, nouveau pari. Et 2026, à 5h30 du matin, cette ville attaquée. Le ministre de la Défense tué chez lui. La bombe que personne n'a jamais vraiment désamorcée. Cette question de savoir si tous ces gens voulaient vraiment vivre dans le même pays vient d'exploser une fois de plus. Revenons à Sadio Camara. Je ne vais pas faire son procès. Les morts ne se défendent pas et je n'ai pas tous les éléments pour juger une vie. Mais je veux pointer quelque chose de précis dans ce que sa mort révèle. Il était ministre de la Défense d'un pays dont une partie de la population n'a jamais accepté les frontières. Il défendait un État dont la légitimité, le sentiment partagé que cet État mérite d'exister et mérite qu'on meure pour lui, n'a jamais été vraiment construite. Il portait une promesse, celle de la force militaire comme solution, que l'histoire a déjà démenti des dizaines et des dizaines de fois. Et pourtant, il croyait fortement, vraiment. Et c'est peut-être ça le plus tragique. C'est pas la trahison et ni la lâcheté, mais la sincérité d'un homme qui défendait quelque chose de réel pour lui et qui était invisible pour ceux d'en face. Les soldats du FLA, les combattants Touaregs qui ont attaqué ce matin-là, eux aussi défendaient quelque chose, leur territoire, leur identité, leur propre vision de ce que chez soi veut dire. De sincérité, une seule balle. C'est ça la tragédie profonde de beaucoup de conflits africains. Pas le bien contre le mal, de légitimité qui ne se sont pas jamais assises à la même table pour décider ensemble de ce que valent vraiment ou ce que voulait vraiment chacun construire. Je vais vous poser une question là maintenant directe et je voudrais que vous m'y répondiez pas avec votre opinion politique mais avec votre corps. Pourquoi est-ce que vous mourriez? Pour votre pays, celui de votre passeport ou celui de votre enfance? Ou pour votre communauté, vos enfants? Ou tout simplement pour une idée? Et maintenant, est-ce que les gens qui partagent votre État répondraient la même chose? Parce que c'est exactement là le nœud de tout. Un État tient quand les gens qui le composent ont une réponse suffisamment proche à cette question. La France a mis 200 ans, plusieurs révolutions et 2 guerres mondiales pour arriver à une réponse à peu près partagée. Même les États-Unis ont eu besoin d'une guerre civile à 620 000 morts et d'un siècle de lutte pour les droits civiques. Et ces États qu'on appelle solides aujourd'hui, ils ont tous eu leur époque d'effondrement. Ils ont eu aussi leur propre 5h30. Le Mali n'a pas eu ce temps. Il a eu 60 ans avec des frontières héritées d'une réunion à Berlin où personne ne l'a représenté. Et nous, diaspora africains du continent curieux francophone, on a souvent ce réflexe de spectateur. On regarde, on commente, on prend parti, on se joue les journalistes, mais est-ce qu'on se pose vraiment cette question? Est-ce qu'on se demande vraiment ce qu'on ferait si c'était nous? Si on héritait d'un État qu'on n'a pas construit avec des voisins qu'on n'a pas vraiment choisi et qu'on devrait tenir ça ensemble. Sadio Camara est mort à 5h30 du matin, le 25 avril 2026. Son nom va disparaître des fils d'actualité dans quelques jours
peut-être quelques semaines, le Mali va continuer encore d'exister dans les titres des journaux, le temps que la prochaine crise arrive quelque part d'autre. Mais la question qu'il porte dans sa mort, elle ne disparaît pas. Parce que cette question, est-ce qu'on a vraiment choisi de vivre ensemble? Et si oui, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que ça tienne? Elle n'est pas malienne, cette question. Cette question, elle est humaine. Et la seule façon d'y répondre, ce n'est pas avec des arbres, ce n'est pas avec des discours, c'est dans la lenteur, dans la construction, dans les compromis douloureux que personne ne veut faire parce qu'ils coûtent quelque chose. Achille Mbembe dit dans Critique de la raison nègre, l'un de ses livres, que je vous conseille aussi, que la pensée africaine doit cesser de se définir contre ce qu'elle refuse et commencer à se définir pour ce qu'elle veut construire. Une vision propre, des questions propres. C'est peut-être ça le vrai héritage de cette matinée du 25 avril. Pas les ruines, pas les morts, mais la question qui reste. Il est mort en défendant quelque chose. La vraie question c'est si ce quelque chose avait décidé de vivre. Que dit d'autre? À très bientôt mes amis pour une toute nouvelle vidéo.